de la santé, le plus souvent, nous pensons uniquement lorsque le corps s'affaiblit, lorsque peut-être nous faisons de la fièvre, lorsque nous sommes blessés, qu'il y a du sang qui coule, ou lorsque nous arrivons à voir quelque chose ou à matérialiser un signe. Mais il y a de ces symptômes, il y a de ces mots qui s'expriment très difficilement et que des personnes plus avérées en matière sont arrivées à les regrouper sous l'acronyme ou sous le nom de la santé mentale. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire aussi que même si elle reste invisible, la santé mentale, c'est aussi la santé. On revient donc pour en débattre juste après le jingle. Rebonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore nombreux, branchés sur les ondes de votre émission préférée, l'émission de tout âge, l'émission des adolescents, des enfants, des jeunes, des parents, l'émission des communautés, même les plus inclusives possibles, l'émission qui vous permet d'apprendre et surtout d'avoir l'opportunité d'engager des débats dans vos familles et dans vos communautés. Et aujourd'hui, nous voulons donc parler de ce tueur silencieux, de ce mal-être si profond que le plus souvent nous tentons d'oublier. Nous venons parler de la santé mentale. Et quoi de mieux d'en discuter avec des psychologues et avec également des représentants des organisations qui sont vraiment donnés comme mission de promouvoir à tout un chacun de nous une meilleure santé mentale. Nous sommes aujourd'hui avec les représentants de la Blue Mind Foundation, Madame Ablavi Aziamadi, qui est psychologue clinicienne de formation, mais elle est donc au niveau de cette organisation chargée des projets en développement communautaire. Bonjour Madame Ablavi. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va super bien. C'est pour moi un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Elle n'est pas seule, elle est donc accompagnée de Madame Victoire Arolo, qui est également psychologue clinicienne. Elle est chargée de projets en développement communautaire au sein de la Blue Mind Foundation. Bonjour Victoire. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Ça se passe super bien. Oui, d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté nous rejoindre sur ce plateau. Je pense que nous avons un plateau typiquement féminin. J'avoue quand même que ça m'a un peu tiqué. Je me suis dit, wow. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de la santé mentale, on a un peu l'impression que ce sont les femmes qui ont ces genres de problèmes. Donc, ça fait bizarre de nous retrouver juste femmes pour en discuter. Alors, quel est votre avis par rapport à cette assertion? Est-ce que vous pensez que ce sont des femmes qui seulement peuvent en souffrir lorsqu'on parle de la santé mentale? Madame Victoire. D'accord. Merci pour la question. Parlant de la santé mentale, je dirais que tout le monde peut en bénéficier et tout le monde aussi peut avoir le souci de santé mentale. Les femmes comme les hommes, les jeunes enfants, comme les adultes et les adolescents. Tout le monde peut avoir un souci de santé mentale. Mais pourquoi le plus souvent on a un peu l'impression que ce sont les femmes? On va dire, ah, fais doucement, c'est une femme, mais ah, faut pas la blesser, etc. Pourquoi? Bon, souvent on a l'impression que c'est les femmes parce qu'on voit la plupart des femmes qui posent des actes suicidaires, les femmes qui se retirent, elles ont souvent, bon, elles présentent souvent des émotions comme la tristesse. Donc souvent c'est pour elles qu'on voit et on dit souvent, bon, c'est elles qui en souffrent. Mais au-delà de ça, il y a les hommes aussi qui en souffrent. Mais sauf que eux, pour eux, c'est bon. Ils manifestent ça par la colère, c'est tellement violent. Ils ne veulent pas rester dans leur coin pour qu'on dise que ah, les hommes, bon, ils veulent faire le grand pour dire que l'homme ne doit pas souffrir d'une maladie. Donc, lui casse les choses, il fait les choses violentes et puis on se dit, bon, c'est normal ce qu'il fait. Mais pour la femme, lui, elle intériorise ça et puis ça fait que souvent on a l'impression que c'est elle qui en souffre. C'est elle qui en souffre. Voilà. Alors, est-ce qu'au cours de votre pratique, vous avez déjà eu à rencontrer des hommes qui avaient des problèmes en termes d'atteinte à leur santé mentale? Oui, effectivement. Comme on le dit, quand on dit santé mentale, ce n'est pas affaire de la femme et puis des enfants seulement. Il y a les hommes aussi qui souffrent vraiment de problèmes de santé mentale et puis on en reçoit. Et pour eux, leur expression, c'est plutôt extériorisée. Comme on l'a dit, ils utilisent plutôt les moyens drastiques pour se donner la vie, pour dire que non, je ne veux pas me montrer faible. Comme on le dit, l'Africain masculin ne doit pas se montrer faible. Donc pour cela,
ils utilisent plutôt les moyens plutôt drastiques pour se donner, pour se tuer. Cette illusion d'être fort. C'est ça, l'Africain fort. L'Africain fort, toujours fort. Hein. Alors, comment vous définirez la santé mentale? Bon, je dirais que d'abord la santé mentale, c'est un état de bien-être. Mais dans la santé mentale, il faut que cette personne arrive à réaliser ses potentiels, les potentiels que la personne a en soi. Il faut que quand la personne a une bonne santé mentale, cette personne arrive à réaliser ses potentiels. De deux, il faut que cette personne arrive à faire face aux difficultés normales de la vie. Face aux difficultés qu'on a d'habitude, il faut que cette personne arrive à faire face à ces difficultés-là. De trois, il faut que cette personne aussi arrive à réaliser des activités qui lui sont productives. Et en dernière position, cette personne doit pouvoir contribuer au développement de sa communauté. Donc, si ces différents éléments sont réunis, on dira que cette personne a une bonne santé mentale. Voilà. J'ai bien aimé les idées, sauf qu'il y a le troisième qui m'a un peu tiqué. Lorsqu'on parle des activités productives, est-ce que c'est forcément des activités qui nous rapportent de l'argent? Oui, les activités qui peuvent nous rapporter de l'argent, pas seulement ça, mais les activités qu'on peut faire pour pouvoir rendre l'autre heureux. Voilà. Quand on prend les hommes maintenant des coiffeuses, elles font des activités qui rendent la population belle. Donc c'est une activité qui est productive pour la population. Voilà. D'accord, super, je comprends, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, avant peut-être de vous intéresser à la psychologie, etc., jusqu'en faire la formation, est-ce que vous pensiez avant que la santé mentale restait un domaine assez important dans lequel il faut creuser, apprendre et aussi essayer d'avoir des personnes aguerries en la matière qui aident la population en ce sens? D'accord. Bon, comme on le dit auparavant, quand on dit santé mentale, c'est un domaine qui est resté tabou. Tellement tabou que, bon, tout ce qu'il y a, c'est qu'on se dit, quand une personne tombe malade, quand une personne a une maladie mentale, on part tout de suite à la sorcellerie, à la possession, à la punition divine. Donc ça fait que le fait de creuser dans ce domaine, au début, ça a été un peu compliqué. Mais avec le temps, avec la reconnaissance des traumatismes, disons que le fait que les jeunes en parlent sur les réseaux, ils brisent le silence autour de la maladie mentale. Donc ça fait que maintenant, on s'intéresse plutôt à ce domaine, à creuser un peu plus pour aider la population. Et ce que Blue Man fait, quand il amplifie son message de la santé mentale, c'est la santé. C'est très important. Et je pense même que vous venez de le dire, c'est un domaine qui est resté longtemps tabou. Alors pourquoi c'est resté tabou? Pourquoi on ne peut pas penser qu'une personne peut avoir une dépression en son fort intérieur, une personne peut aller juste mal? Pourquoi c'était resté tabou? Bon, quand on dit comme ça que c'est resté tabou, c'est que avant, pour qu'une personne souffre de la maladie mentale, ça renvoie aux symptômes. Et les symptômes sont des signaux qui sont invisibles. Et quand tu n'as pas la compétence nécessaire pour détecter, tu ne sauras pas que la personne a mal. Et quand on dit que c'est le corps qui a mal, tout de suite, tu vois, les symptômes sont criards. Les symptômes sont là, le corps pas trop fort. On a une dent on a mal à la dent, on voit que la dent est enflée. La douleur qui est là, la personne n'arrive pas à supporter la douleur. Quand on dit qu'il y a une jambe qui est cassée, on voit tout de suite que la jambe est enflée, la personne n'arrive pas à supporter la douleur. Mais quand on parle de la maladie mentale, on parle de dépression. Ce sont des symptômes qui ne sont pas criards. Ce sont des symptômes qui sont vraiment invisibles. Et l'origine même de la souffrance, c'est toujours abstrait. On ne peut pas manier. C'est le mental, c'est le psychisme. C'était difficile à le manier. Mais vous vous êtes intéressé à la question jusqu'à vous faire former là-dessus. Bernard Bidja, qu'est-ce qui vous a motivé? Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller le faire? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Mais c'est vous avez décidé d'aller creuser pour voir, lorsque nous parlons de la santé mentale, qu'est-ce que les gens là veulent vraiment dire? Bon, comme confidence, bon, je dirais que je me suis donnée à faire la psychologie parce que d'abord c'était dans un film où j'ai vu les psychologues, comment cette personne arrivait à comprendre les gens, aider les gens. C'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, tiens, je peux faire
ce travail-là pour pouvoir aider la population, vu que tout autour de nous, il y avait des gens qui vivaient de cette maladie et il n'y avait pas les gens pour pouvoir les aider. Je me suis dit, ah, faire cette matière-là ou bien faire la psychologie, je pourrais aussi m'intéresser aux gens pour pouvoir sauver les gens autour de moi. Parce que j'ai vu les gens qui ont vécu de la dépression et tout, comme madame vient de le dire, c'était resté tabou. Il n'y avait pas les gens pour sauver cette personne. Mais avec ce film que j'avais vu, je me suis dit, ah, je peux faire la psychologie pour pouvoir aider les gens, écouter les gens et bon, les aider. Voilà. C'était ce qui a motivé. C'était ce qui m'avait motivé. Et est-ce que c'est ce qui est à l'origine également de la création de Blue Mind Foundation? Bon, pour la vision de la Blue Mind Foundation, c'est vraiment très fort. Parce qu'elle voit que, quand on dit prise en charge de la santé mentale, c'est une pénurie de médecins, un pénurie de psychologues, des intervenants dans le domaine de la santé mentale. Ils voient que c'est un désert total en Afrique, parce qu'on comptait un thérapeute pour 500 000 personnes en Afrique. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Et le tabou qui est autour, le tabou qui est là, et puis la stigmatisation qui est là, qui est tellement persistante qu'on n'arrive pas à vraiment éradier, qui a fait que la Blue Mind Foundation s'est donné la mission d'aider vraiment la population. Si elle peut former les non-médicaux massivement pour aider les professionnels de la santé mentale, ça serait un bon atout pour sauver les jeunes. Les jeunes qui se trouvent dans l'incapacité, par exemple, des fois, aller demander de l'aide chez les spécialistes. Quand il va former les non-médicaux, comme le dit les coiffeuses, actuellement qu'on en est de former, les jeunes peuvent se déplacer maintenant, aller vers une personne de confiance dans leur milieu pour pouvoir s'exprimer et faire part de leur souffrance psychologique. C'est une stratégie sur laquelle on va revenir le long de cette émission parce que j'avoue, hein, c'est une initiative que moi je trouve vraiment louable. Même si j'ai des réserves, je pense qu'on aura le temps de venir en discuter le long. Alors, comment on peut reconnaître qu'une personne a des problèmes, mais peut-être sa santé mentale est touchée? Parce que comme l'a dit, justement c'est Mme Ablavé qui l'a dit, lorsqu'on parle de santé mentale, directement on pense peut-être aux personnes qui sont fous, les folles qui traversent la rue. Directement c'est ça. Et même dans ce cas, on pense que voilà, ils ont eu à commettre un péché, c'est la malédiction, etc. et tout. Est-ce que toute la santé mentale se résume à cela? Ou est-ce qu'il y a d'autres indicateurs d'un déséquilibre psychologique chez une personne? D'accord. Bon, tout de suite, je dirais que par rapport aux symptômes, on en a sur différents aspects. Si nous prenons par exemple sur l'aspect comportemental, une personne qui est en détresse psychologique peut fuguer. Et quand nous prenons l'exemple des jeunes, ce jeune-là va avoir plus d'absentéisme à l'école. Cette personne aussi peut se désintéresser aux activités qu'il avait l'habitude de faire. Donc sur le plan comportemental, il peut aussi poser des actes suicidaires par exemple. Maintenant, si on revient sur le plan émotionnel, cette personne peut être irritable, se fâcher à tout bout de champ, petites choses on lui fait, cette personne va se fâcher. Voilà. Maintenant, par rapport à ses émotions aussi, ils peuvent avoir des émotions qui sont vraiment déséquilibrées. Tout de suite, cette personne est en joie, on le voit tout de suite en colère et tout. Voilà, tout de suite, la personne aussi est triste, etc. Voilà. Et là, la question, est-ce que nous arrivons, un, à observer ces symptômes, et deux, à faire le lien entre ce qu'on vient de décrire, l'irritabilité, la colère, les émotions qui sont labiles et tout, et à se dire dans un petit coin de la tête que il se peut que cette personne-ci ait un problème mental. Est-ce qu'on arrive des fois à faire le lien? D'accord. Bon, je dirais qu'actuellement, c'est mieux. C'est mieux qu'avant. Avant, on n'arrive pas à faire le lien parce qu'on n'a pas la compétence. La compétence pour le faire. Mais actuellement, c'est mieux plus qu'avant. C'est mieux plus qu'avant. Comme je l'ai déjà dit, quand on dit une personne souffre de dépression, c'est que quand tu n'as pas la compétence pour détecter, ou bien si tu n'es pas observateur, quand tu ne fais pas l'observation, quand tu n'es pas dans l'observation, tu ne peux pas toutefois, tout de suite, dire que la personne a souffre de dépression. Et comme je l'ai dit, ce sont des symptômes qui sont un peu invisibles. Quand tu as un jeune à la maison, qui d'un moment à l'autre
se retire un peu de vous. C'est comme pose le blocage, comme si une rupture, il se recule un peu de vous. Si tu n'es pas observateur, si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas savoir que, ah, mon garçon, bien ma fille a commencé par changer de comportement. Il y a un changement de comportement à son niveau. Donc, je vais faire beaucoup plus attention pour l'observer. Donc, ça nécessite vraiment des compétences. Et ça fait qu'on n'arrive pas tout de suite faire le lien. Quand une personne souffre de dépression, faire le lien avec les symptômes qu'il va poser tout de suite, les indicateurs qu'on peut observer tout de suite. Non, on ne fait pas le lien. Donc, ça veut dire que même les parents, même nos amis et proches, on peut avoir une personne qui souffre à côté de nous, mais on ne va rien savoir. On ne va rien savoir. Soit jusqu'à ce qu'on arrive à dire que, tiens, la personne là, ça ne va pas chez lui, ça voudra dire que c'est arrivé à un niveau donné. C'est comme si la personne déjà dans une position où c'est grave déjà. C'est grave déjà. En ce niveau, les symptômes sont déjà visibles, si j'allais dire ça. Tu sauras que, bon, ça fait 2 semaines déjà, ma fille ne sort pas de la chambre, mon garçon ne sort pas de la chambre. Ça fait réellement 1 semaine, il ne dort pratiquement plus. Parce que quand je suis dans la chambre, je l'attends dans sa chambre en train de faire les va-et-vient ou bien des grimaces. Dans ce moment, tu te dis que, ah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Mais tout de suite, au début, on n'a pas l'habitude. Ce reflet-là pour faire le lien. Et le plus souvent, ce qui est visible, ce que nous voyons, c'est lorsque peut-être ces personnes essaient de faire des tentatives de suicide. Ou encore plus, ils font ce qu'on appelle communément les cris d'hystérie. La personne n'a rien, mais peut-être il commence par convulser, il commence à faire ci, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce que c'est un moyen de dire aux autres que je ne vais pas bien ou c'est juste l'évolution normale de cette détresse mentale? Bon, je pense que c'est une manière de, comme on vient de le dire pour les femmes et les hommes, c'est une manière d'extérioriser, de dire que, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, c'est juste pour attirer l'attention des gens. Voilà. Ok. Mais est-ce qu'ils sont obligés d'aller jusque-là? Surtout lorsqu'on prend des cas de tentative de suicide. Je pense que c'est quand même assez fort. Hein? Étant donné qu'on se dit que si peut-être il n'y a pas de prise en charge urgente, la personne peut mourir. Est-ce qu'à cet instant précis, la personne se dit si je meurs, il n'y a pas de problème? Non, c'est par rapport aux crises hystériques que je dis, c'est une manière d'extérioriser ce que la personne ressent. Mais si ça va jusqu'à un niveau où la personne pose des actes suicidaires, ça veut dire qu'il y avait eu accumulation de beaucoup de choses et au finish, bon, la vase a débordé et la personne passe à l'autre action. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des gens à côté de nous pour nous écouter et vraiment extérioriser au fur et à mesure ce que nous ressentons. Mais s'il n'y a personne qui nous écoute, au fur et à mesure d'accumuler ces pressions-là, ça fait qu'un jour, on peut déborder et puis se dire que, ah, vaut mieux m'en aller pour finir avec tout ça là. Mais là, la question que l'on se pose aussi, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes qui se suicident, beaucoup d'adolescents qui font des cris d'hystérie. Et la plupart des parents disent qu'en leur temps, il n'y avait pas ça. Bon, nous, on n'était pas en leur temps pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais la question que l'on se pose, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui peut expliquer? Quels sont les principaux facteurs de cette détresse-là chez les jeunes? D'accord. Bon, comme l'a dit, un jeune ne passe pas à l'acte parce que il est tellement fier de lui. Parce que c'est comme ma collègue l'a dit, c'est l'accumulation de beaucoup de pression qui font que le jeune se donne à ce mécanisme-là, suicide. C'est comme si c'est pour fuir un peu la pression qui est trop pour lui. Et c'est arrivé un moment où ses capacités pour pouvoir s'adapter, ça a vraiment débordé. Donc les facteurs, quand nous prenons les jeunes, les facteurs, des fois c'est la pression de la performance scolaire et professionnelle. Et les parents qui mettent de la pression pour que l'enfant ait une bonne note à l'école, mais qui ne suit pas vraiment l'enfant dans ses mouvements. Ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse avoir la bonne note à l'école. La pression là où l'enfant aussi essaie de plaire aux parents. Quand la pression s'installe, ça s'accumule au fil du temps. Ça peut être à la base du développement des comportements qu'on observe. À part ça aussi, il y a aussi l'impact des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux, un enfant qui veut ressembler à un star de cinéma, à un acteur et tout ça là, ça agit vraiment
ce sont des sources de pression pour nos enfants. À part cela, nous avons aussi le fait que l'enfant est dans un milieu où il y a l'instabilité économique, la précarité. Il se voit inférieur aux autres dans cette idée de comparaison. Je suis pauvre, l'autre là est riche, l'autre là est mieux plus que moi. Donc il se sent inférieur, il se dévalorise de plus en plus. Ça fait que avec le temps, ce sont des manifestations sur le plan comportemental qu'on peut observer. Donc voilà, il y a beaucoup de symptômes. Il y a beaucoup de symptômes qui expliquent ce phénomène chez les jeunes. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont venus amplifier le problème? Oui, bon, je pense que les réseaux sociaux ont effectivement amplifié le problème, en ce sens que souvent les jeunes sont à la quête de la validation. Souvent, nous on dit le j'aime. Quand ils postent des choses, ils sont là, ils attendent que les gens valident, les gens like. Donc, leur estime de soi, maintenant, ça dépend de l'extérieur. Quand tu postes les choses et personne ne like, tu es là, tu te dis, ou bien je ne suis pas belle, ou bien j'ai mal fait, ou bien je suis pauvre. C'est pour ça que les gens n'ont pas liké ma vidéo. Donc, les réseaux sociaux ont vraiment cette pression-là sur les jeunes. Et ça fait que ça leur donne une faible estime de soi. Maintenant, à part ça, les gens essaient d'imiter les choses qu'on voit, alors que peut-être ce sont des choses qui ne sont pas vraies, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Les gens mettent les choses sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, ils sont à la hauteur, ils ont l'argent, ils vivent dans le luxe, alors que ce n'est pas la réalité. Maintenant, ces enfants ou bien ces jeunes essaient d'imiter ces personnes-là, ils veulent forcément faire comme eux. S'ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau, bon, ça aussi, ça agit sur leur estime de soi. Maintenant, à part ça, le fait d'être aussi toujours sur les réseaux sociaux, ça fait qu'on dort tardivement, les jeunes dorment tardivement. Et voilà, ça a aussi les conséquences sur le sommeil. Voilà. Et tout ce que cela avait. Et je pense également que le phénomène du j'aime là, ça joue. Hein. Et même actuellement, WhatsApp est rentré dans ça. Lorsque tu fais un statut, avant peut-être tu cherches le nombre de vues, le nombre de personnes qui ont regardé tes statuts. Maintenant, il y a les likes. Ça veut dire que si on ne like pas, tu vas te dire que, oh, pourquoi on n'a pas liké. Voilà. Et finalement, je de temps en temps, toi-même, tu vas aller voir qui a liké. Qu'est-ce qui explique cela? Comment on peut expliquer cela? Parce que bon, moi-même, je le fais. Des fois, quand je publie, que c'est maintenant que quand vous parlez, j'étais en train de me remémorer, et puis je me dis, des fois, lorsqu'on publie, je retourne pour voir qui a liké. Mais pourquoi on recherche tant cette acceptation ou cette affirmation et cette validation de l'autre? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, je dirais que cette validation de l'autre nous donne une forte estime de soi. Tout de suite, madame, avant l'émission, madame vient de vous dire que vous êtes très belle et vous étiez tellement contente avec l'émotion. Voilà, ça fait que nous avons encore une plus forte estime de soi. Maintenant, des fois, peut-être c'est un manque qui était quelque part qu'on cherche à combler par ces likes des autres qui viennent de l'extérieur. Parce qu'il y avait un manque, il y a le parent qui nous a jamais dit que nous sommes belles, tu as un bon niveau scolaire, tu es intelligent. Personne n'a jamais dit ça aux jeunes. Donc voilà, quand il y a une personne qui lui dit ça, il est content. Des fois, quand tu vas au service ou bien tu vas à l'école, et si tu sais qu'il y a une personne arrivée, c'est lui qui te dit toujours, oh, tu es jolie, tu es belle, tu es si, tu vas faire de telle sorte que chaque jour, tous les matins, quand tu vas arriver, tu vas aller chez cette personne pour voir s'il va te dire. Parce que ça fait du bien, au fait. Voilà, ça fait du bien. Et lorsqu'on parle également de ça, je me dis aussi, cela pourrait être aussi un facteur. Parce que je pense que Madame l'a brossé lorsqu'elle parlait de la précarité, surtout la précarité économique, le fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui nous plaisent, surtout avec les réseaux sociaux, où il y a des gens qui vivent des vies, tu te dis, ah Seigneur, toi, c'est pas toi-même, tu m'as créé, ou c'est comment. Et ça fait que ces jeunes-là qui viennent d'une famille peut-être qui est pauvre, avec le parent qui commence aussi pas à crier, que toi aussi tu ne peux pas sortir avec tes collègues, les comparaisons, même l'éducation que les parents donnent, avec les comparaisons, soit c'est entre les enfants eux-mêmes, soit c'est avec les enfants d'autrui, la pression scolaire, pourquoi tu n'es pas première de la tête, est-ce que c'est première de la classe, pardon, est-ce que la première de la classe a deux têtes, est-ce qu'au cours de l'éducation, toute notre éducation africaine,
Est-ce que cela laisse des blessures internes chez les jeunes, au point où d'apporter atteinte à leur santé mentale? Toutes ces petites insultes-là, comme laisse, regarde-moi sa tête. Genre, en tout cas, les parents africains sont trop doués dans ça. Quand tu t'amuses, quand même, on t'envoie ça rapidement. Est-ce que c'est anodin ou est-ce que ça laisse quand même une détresse? Bon, on ne va pas dire que c'est anodin. Ça laisse des détresses. De telle en sorte que on s'identifie à ce qu'on nous dit. Quand on te dit que c'est comme ça, tu as une grosse tête, si ta tête n'est pas grosse, tu auras tendance à porter toujours les casquettes pour camoufler ça. Si on te dit que pourquoi c'est toi toujours dernier de la classe, tu es fainéant, tu n'es pas intelligent, l'enfant va finir par à se conformer à ce qu'on lui dit. Il ne va plus chercher à faire l'effort. Il ne va plus chercher à se surpasser, à s'adapter à des situations pour chercher plus haut, pour être plus resté là. Ça laisse beaucoup de blessures et ça fait que des fois même en public, si l'enfant a toujours ça, il va avoir un faible estime de lui-même. De telle enseigne qu'en public, s'il faut aller devant la scène pour revendiquer quelque chose ou bien pour porter un message, l'enfant va toujours rester derrière parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. La manière dont on leur renvoie toujours ce message à la figure, tu n'es rien, tu es fainéant, tu es tout ça là. Ça fait que l'enfant intériorise tout ça là. Et puis à la fin, il se comporte de la sorte. Il s'identifie à ce qu'on lui dit. Mais est-ce que les parents se rendent compte de ça? Est-ce qu'un jour, je ne sais pas, peut-être vous êtes parents, vous accompagnez peut-être les enfants, les ados. Est-ce qu'ils se rendent compte de l'impact de leurs paroles sur les enfants? Je pense que les parents ne s'en rendent compte pas. Parce que c'est quand on les reçoit que nous, on leur explique maintenant que, ah tiens, ça découle de ceci. Et tu dis, ah, que si je savais. Donc, je pense que les gens ne sont pas vraiment sensibilisés aux causes, ou bien à tout ce qui peut causer la détresse chez les jeunes. Donc, c'est un moyen pour nous, à travers cette émission, de pouvoir sensibiliser les parents surtout à éviter ce genre de comportement. Alors, aujourd'hui, quand même, on assiste à la cohabitation de deux mouvements. Il y a également de ces promoteurs de la santé mentale et également de ces personnes qui disent que l'Africain n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce dilemme au cours de vos différentes actions sur le terrain, des personnes qui pensent que l'Africain a toujours été fort. Surtout nous les Africains, peut-être chez les Blancs, ils peuvent se suicider, font ce qu'ils veulent, mais quand même que l'Africain a tellement trop de problèmes jusqu'à venir dire que tu as une détresse mentale. Est-ce que cela empêche des fois la mise en œuvre de vos différentes activités? Bon, cela ralentit, ça ne nous empêche pas, mais ça fait que nous déployons beaucoup d'énergie pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce qu'il faut d'abord déstigmatiser désensibiliser ce que les gens avaient déjà en tête pour pouvoir passer maintenant la vraie information. Donc, ça ne nous empêche pas de faire nos activités. Mais je pense que c'est la lutte que nous sommes en train de faire avec la Blue Mind Foundation pour pouvoir atteindre tout le monde à travers la formation des coiffeuses. Elles pourront maintenant sensibiliser les gens tout autour d'elles pour que l'information puisse atteindre l'ensemble de la population. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que pour tout type de détresse, il faut chercher un personnel? Ou bien est-ce qu'il y a certains stades et c'est arrivé à un stade? Quand je me réveille le matin, quand je suis triste, est-ce que je dois rapidement courir pour aller voir un psychologue ou je ne sais pas? Ou est-ce qu'il y a quand même, à quel moment quand même un mal-être passager peut devenir un véritable problème de santé mentale nécessitant une prise en charge? D'accord. Bon. Du moment où les symptômes qu'on a déjà observés chez la personne, ça devient intense. Et envahissant. Et qu'on voit que ça dure vraiment, ça peut accéder à 2 semaines. À ce moment, on va demander de l'aide. Et quand on voit que tout ce qu'on a observé chez la personne, la détresse qu'on a observée chez la personne, ça vraiment agit sur son fonctionnement quotidien, au travail, à la maison, en famille. C'est un tourbillon, un bouleversement qui est là. Là, on va aller demander de l'aide. Par exemple, si je prends une jeune fille qui se lève très tôt le matin, déjà à 7 heures, elle est debout,
Elle va au service, c'est elle qui est performante au service. À la maison, c'est elle qui donne de la joie, c'est elle qui est amusante. Et on voit petit à petit ces comportements-là se détériorer petit à petit. En ce moment, on n'est pas tout de suite prêt pour amener le jeune pour aller consulter. Mais du moment où ce comportement-là, où on voit qu'il se lève plus tôt pour aller au service, peut-être c'est à 9 h, peut-être c'est à 10 h, et puis des fois c'est la pérépétition, il s'absente au service, il reste à la maison, et même avec la famille, elle est dans l'isolement, elle se retire. Et même pour manger, même, ce sont des problèmes. Pour dormir, même, ce sont des problèmes. On voit tout ça là, et on voit que tout ça là, ça dure, et ça a déjà 2 semaines. Et au final, il a abandonné carrément le travail. En ce moment, ça doit tiquer. Ça doit tiquer, ça doit demander à aller demander de l'aide. Ce n'est plus une détresse passagère. C'est rentrer maintenant dans une souffrance, dans un trouble. Il faut aller maintenant demander de l'aide. Et la question que l'on se pose, pourquoi les personnes ne demandent pas de l'aide? Pourquoi on n'a pas peut-être cette culture d'aller voir un spécialiste et on préfère plutôt l'extérioriser de différentes manières que vous avez déjà eu à partager avec nous, que ce soit les crises de colère pour les hommes, que ce soit peut-être les crises d'hystérie, que ce soit peut-être les tentatives de suicide, voire même des suicides pour ceux qui ont le cœur d'en arriver là. Pourquoi on doit en arriver peut-être à l'extériorisation de ces symptômes plutôt que d'aller chercher de l'aide? Qu'est-ce qui nous empêche de demander de l'aide? Bon, je dirais que ce qui nous empêche, d'abord, ça peut être la non-information. On n'est pas informé. D'abord, on ne sait pas que ce qui nous arrive aussi, c'est un problème. Ah oui, voilà. Donc, il faut d'abord que la population soit informée de ces symptômes-là. Maintenant, comme on vient de le dire, ces symptômes sont longtemps restés tabous. Et demander de l'aide, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui a une détresse ou une maladie mentale, c'est quelqu'un que les ancêtres sont en train de punir. Donc, tout le tabou qui est autour du sujet fait que l'on n'arrive pas à demander de l'aide. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque j'arrive à demander de l'aide, notre société est apte à nous accompagner? Est-ce qu'il existe, au-delà peut-être de la Blue Mind Foundation, est-ce qu'il existe des mécanismes pour accompagner des personnes qui souffrent? D'accord. À la Blue Mind Foundation, il y a des mécanismes. Premièrement, nous avons notre Digital Call Center qui n'est pas actuellement fonctionnel, mais bientôt, il sera fonctionnel. Et c'est le soutien immédiat. Quand vous appelez, c'est gratuit, c'est anonyme et c'est le soutien immédiat. Nous avons notre service aussi, le service de la psychologie qui est au sein de la Blue Mind Foundation actuellement. On reçoit tout le monde, c'est gratuit. Et dans les centres maintenant, dans les communautés maintenant, la Blue Mind Foundation a tellement travaillé à former plus de coiffeuses. Avec des compétences nécessaires pour écouter les jeunes, repérer les signes. Si vraiment le jeune a besoin d'aide, elles sont là pour accompagner le jeune, aller vers le soin, aller vers l'aide. D'accord, on va revenir peut-être beaucoup plus en détail sur les différents mécanismes que vous mettez chez vous. Lorsqu'on prend peut-être le Digital Call Center qui sera disponible sous peu, ce sera également gratuit. Un numéro vert ou c'est comment? Ça serait un numéro vert qui serait là gratuit. Et comme on le dit aussi, nous sommes des femmes, comme vous l'avez dit au tout début. Ce sont les femmes, c'est comme si ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la maladie mentale. Nous avons aussi actuellement les cercles qu'on organise. Les cercles, les groupes de parole qu'on organise en cercle. Et quand les femmes ont des problèmes de santé, ils ont des souffrances psychologiques, celles-là qui partagent les mêmes problématiques, on les regroupe maintenant en cercle. Et nous avons une ambassadrice ou bien deux ambassadrices qui est formée pour animer le groupe. Et nous sommes là, les psychologues derrière, pour superviser tout ce qui se passe dans le groupe pour un bon échange, pour la prise en charge collective. Oh, c'est super intéressant. Et revenons également sur l'initiative qui, moi, personnellement, j'ai trouvé très louable, c'est la collaboration avec les coiffeuses. Pourquoi le choix des coiffeuses? Pourquoi pas les couturières? Pourquoi pas les écoles? Pourquoi les coiffeuses? Non. Nous avons choisi les coiffeuses. Et pourquoi pas les coiffeurs? Ah, parce que c'est pas tout le monde qui se tresse. Il y a de cela quelques mois, j'avais la tête rasée. Je compte retourner encore.
Donc, pourquoi les coiffeuses? Bon, nous avons choisi de travailler avec les coiffeuses parce qu'on a remarqué, les études ont montré que plus de femmes fréquentent les salons de coiffure. Et puis, c'était facile pour les femmes d'échanger entre elles, femmes. On se dit tout, mon mari m'a fait ci, mon enfant a fait ci. C'était plus relax de discuter avec les femmes entre elles. Voilà. Alors que dans les salons, par exemple, chez les tailleurs, tu vas, on prend ta mesure, tu pars. On n'a pas vraiment cet espace de pouvoir échanger librement, de causer. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait qu'on est parti sur les coiffeuses. Maintenant, on se dit, ah, voilà, les discussions vont dans tous les sens. Maintenant, il va falloir maintenant recadrer ces discussions-là, les former pour qu'elles puissent arriver à identifier vraiment dans les discussions qui vont dans tous sens-là, comment identifier maintenant ceux qui ont les vrais problèmes, comment pouvoir arriver à calmer ces personnes-là, à pouvoir les rassurer pour qu'elles puissent aller mieux. Maintenant, c'est quand la coiffeuse arrive à faire tout ça, là, et si ça ne va pas toujours, que cette coiffeuse nous réfère les personnes pour pouvoir continuer le travail avec ces femmes-là. Ok, voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est elle qui engage la discussion. Voilà, c'est elle qui engage. Et puis, on les forme aussi à pouvoir identifier aussi les signes. Parce que ce n'est pas tout que les gens arrivent à dire. Il y a le corps aussi qui parle. Oui. Donc, tu vois, tu es en train de coiffer une personne, tu vois, elle est triste devant le miroir. Peut-être la dame est en train de couler des larmes. Donc, il y a des signes qu'elle peut vous voir chez les clientes et dire, tiens, peut-être qu'il y a un souci à ce niveau et engager la discussion avec cette dame-là. C'est très, très important. Et pourquoi pas les coiffeurs? À moins que peut-être dans la politique de Blue Mind, on se dit que ce sont des femmes qui peuvent avoir des détresses. Les hommes sont laissés pour compte. Bon, on a pris les coiffeuses aussi parce que elles ont le certificat professionnel, le CAP. On voit qu'elles sont aussi organisées. Elles sont dans des syndicats. Et puis on voit qu'elles sont actives. Et ce sont elles qui sont au centre. Quand on dit famille, ce sont elles qui sont au centre de la famille. Donc, les aider à pouvoir comprendre les émotions, à pouvoir répéter les signes chez les gens, ça va beaucoup aider. Elles sont tellement actives, elles sont tellement organisées. Donc, elles peuvent jouer ce rôle-là. Ce rôle-là. Vraiment, vraiment, à pouvoir identifier tout ce qui a symptômes, tout ce qui a signes de détresse, bien de dépression. Et comment vous vous assurez d'assurer la confidentialité, étant donné que nous tous on sait que lorsqu'on part dans les salons de coiffure, c'est un lieu de béret. Donc tu es là, tu vas écouter les histoires de tout le monde dans le quartier. Est-ce que vous pensez que les femmes vraiment se sentent à l'aise de venir dire ce qu'elles ont sur le cœur, tout sans prendre le risque d'écouter peut-être cette version de l'histoire-là qui sera vraiment reconduite, retraduite par une autre personne demande, c'est ma vraie histoire, ça. Comment on arrive vraiment à assurer la confidentialité et l'intimité de ces personnes? D'accord. Nos coiffeuses, celles-là qu'on appelle ambassadrices aujourd'hui, elles sont formées. Elles ont reçu une formation à l'université durant 3 jours. Et durant cette formation, on les a donné les compétences nécessaires, surtout sur la confidentialité. Ce que la confidentialité représente. Et si on rompt la confidentialité là, ce que ça peut causer. Donc, elles sont informées de tout ça là. Et puis, on les a donné l'information, aller dans leur salon, former un peu les apprentis tout autour de ce sujet de confidentialité et l'impact qu'aura quand on rompt la confidentialité là. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé avec eux. Donc, maintenant, dans les salons de coiffure, on peut rassurer tout le monde, la confidentialité, c'est garanti là. Et quand les coiffeurs trouvent que ce que la cliente dit, c'est tellement profond, elle se retire avec la cliente dans un espace qui est réservé pour discuter, vraiment aller au fin fond des soucis des femmes. Donc, elles sont donc formées pour accompagner. Ça veut dire qu'elles peuvent jouer, entre guillemets, le rôle de psychologue. On ne va pas dire qu'elles jouent le rôle de psychologue, mais on les appelle les premières écoutantes. Elles sont les premières écoutantes. C'est comme si elles apportent le premier soin, le premier secours, le soin de premier secours. Et quand elles voient que ça leur dépasse, c'est en ce moment qu'elles orientent maintenant vers les professionnels. Alors, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui après avoir collaboré, que ce soit avec les coiffeuses, que ce soit avec les centres d'écoute, les groupes organisés avec les femmes qui ont
les femmes qui ont le même problème, si on peut le dire ici. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que pour vous, il y a des avancées? Est-ce que pour vous, c'est toujours un blocage ou il y a encore de l'espoir que les choses puissent s'améliorer? Madame Bidjoua. Oui, bon, à ce jour, nous avons eu beaucoup d'avancées. On a eu à toucher, à former d'abord plus de 400 coiffeuses récemment en octobre à l'Université de Lomé. Et cette formation nous a aidé à atteindre beaucoup de femmes qui ont été touchées dans la population. Maintenant, à part ça, nous avons eu à créer des relations avec les institutions comme l'Université de Lomé. Nous sommes en partenariat avec l'Université de Lomé, les pharmacies, même le ministère de la Santé, donc, qui nous appuie dans toutes les activités que nous faisons. Donc, il y a de l'espoir que nous allons mieux faire plus que ça. En tout cas, ça, c'est très sûr. Là, la question est, pourquoi le choix spécifique du Togo? Est-ce que peut-être une étude a été réalisée au préalable qui montrait peut-être que les jeunes au Togo étaient beaucoup plus en détresse? Ou pourquoi pas le Bénin, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment le Blue Mind? Pourquoi pas le Red Mind? Je sais pas, le Green Mind? Je sais pas. D'accord. Le choix du Togo, c'est parce que la Blue Mind a vu que le ministère, ou bien le ministre de la Santé, ou bien le gouvernement togolais a inscrit dans sa priorité nationale la prise en charge, la bonne santé de sa population. Ce qui a fait que le partenariat a été signé avec le gouvernement. Et aussi, comme je l'avais déjà dit, le choix du Togo et la Blue Mind Foundation, elle travaille avec les coiffeuses. Les coiffeuses au Togo, elles sont organisées, elles sont actives, elles ont un certificat professionnel qui montre vraiment le sérieux dans leur activité. Ce qui a fait que le choix est porté vraiment sur le Togo. Et pourquoi le Blue Mind? Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est juste pour connaître la définition. Bon, ça vient de... J'allais dire ça. Le nom vient de la fille de notre présidente. C'est elle qui a trouvé le nom. La maman l'a dit que c'est dans l'avion. Elles sont en train de discuter de quel nom donner au programme ou bien à la fondation. Et c'est l'enfant qui a donné le nom Blue Mind. Ok, d'accord. Comme les enfants ont toujours raison, on va accepter juste comme ça. Alors, est-ce que vous collaborez avec d'autres structures qui travaillent également dans la promotion de la santé mentale et du bien-être? Oui, nous collaborons avec les CHU. Parce que chez nous, la prise en charge est gratuite, mais quand la personne est vraiment éloignée du centre, on leur propose d'aller dans d'autres hôpitaux qui sont plus proches de leur maison. Et qui sont payants. Bon, si la consultation, surtout dans les CHU, c'est pas vraiment cher, c'est en privé que c'est cher. Donc, se déplacer, venir à la Blue Mind qui peut faire aller-retour 3 000. Si tu vas en consultation, peut-être 1 500, 2 000 dans un centre public à côté, ça peut plus t'aider. Donc, il y a les CHU, il y a les centres confessionnels chez les sœurs et au niveau de Kégué. Il y a aussi au niveau de Agoué. Il y a plusieurs centres à Lomé avec qui nous collaborons. Il y a également les ONG qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. Donc, ce n'est pas seulement la Blue Mind Foundation. Et là, la question que l'on se pose, pourquoi, je ne sais pas. Je pense quand même que même si cela existe, il y a très peu d'informations qui circulent là-dessus. Surtout en termes des organisations qui travaillent sur les questions de la santé mentale. J'en connais pas beaucoup. Je connais également qu'il y a Psychomag, je vous connais vous, avec peut-être il y a également le collectif des étudiants en psychologie également qui y travaillent. Donc, quel est le souci? Est-ce que c'est un domaine qui n'intéresse pas la plupart des organisations? Pourquoi on a très peu d'organisations qui s'intéressent à la thématique? Comme on l'a dit déjà, le domaine de la santé mentale, c'est un domaine qui ne parle pas trop. La maladie mentale même qui est là, qui est, disons, invisible. Les symptômes ne sont pas trop criards. Ça n'a pas vraiment d'impact direct, criard comme ça. Ce qui fait que on a l'impression qu'on a un peu oublié le domaine. Mais bon, actuellement, il y a l'effort qui est en train de se faire
petit à petit, on va remonter. D'accord. Alors, quels sont les différents défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos différentes actions? Bon, les défis actuels, c'est le désert, d'abord le désert médical qui est là. Il y a peu de thérapeutes, disons un thérapeute pour 500 000 personnes en Afrique subsaharienne, c'est un problème. Il y a également le défi lié aux investissements. Il n'y a pas vraiment de moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir travailler dans le domaine de la santé mentale. Les frais sont vraiment réduits. Il y a aussi les locaux qui manquent pour pouvoir mettre en place certaines activités. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous souhaiteriez ajouter par rapport à la mise en œuvre de vos activités? Bon, actuellement, c'est le défi de la déstigmatisation. La stigmatisation qui est tellement persistant. La Blue Man Foundation œuvre toujours à relever ce défi-là, à déstigmatiser la santé mentale pour que quand un jeune se lève, il n'a plus honte. Il va directement formuler l'aide, aller voir le spécialiste pour une prise en charge. Donc, pour ne pas à ce que le jeune se sent stigmatisé, la Blue Man Foundation œuvre toujours à former plus d'ambassadrices, à former plus les non-médicaux, les enseignants, les responsables sportifs, les leaders communautaires, à former ces gens-là pour que quand le jeune va vers ces gens-là, il a confiance, il a un espace où, ou bien il a l'oreille qui est là attentive pour l'écouter. Il ne va pas toujours se dire, je vais aller voir le spécialiste dans son cabinet. Donc c'est le défi là que la Blue Man Foundation s'efforce toujours de relever, à former plus de non-médicaux pour aider le jeune, de sorte à démédicaliser la première écoute vers la population même, vers les jeunes même dans leur localité. C'est très très important. Et quels sont peut-être les différents mécanismes que vous pensez qu'aujourd'hui il faut mettre en œuvre pour améliorer surtout la santé mentale et le bien-être des adolescents, des jeunes, des femmes, des hommes et de tout le monde? D'accord. Bon, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se font déjà à la Blue Man Foundation pour améliorer la santé mentale des jeunes. Pas forcément au niveau de la Blue Man Foundation, au niveau de tout le monde, des décideurs, des acteurs locaux, etc. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Sensibiliser. Sensibiliser, c'est ce que nous faisons. Sensibiliser, parler autour de la maladie mentale. Faire prendre connaissance de la population, de ce qu'est la maladie mentale. Le bien fondé à avoir une population qui est vraiment en bonne santé mentale, ça a vraiment des répercussions sur la productivité. La population qui est vraiment en bonne santé mentale est tellement productive. On n'a plus de pertes en termes de productivité. On a la cohésion sociale qui est là. La cohésion sociale qui est là. Tout le monde s'imbrique. Tout le monde est là pour l'autre. On travaille dans une collaboration. Dans une collaboration. Donc, à cela, on fait tout pour rendre aussi les chiffres disponibles. Quand on dit dépression, le taux de dépression dans la population, quand on dit anxiété, le taux de l'anxiété dans la population, pour que la politique publique puisse prendre ça et aller formuler les plaidoyers pour avoir des lignes budgétaires pour accompagner vraiment les gens dans le domaine de la santé mentale. Très important. Bon, je peux même vous résumer en ces deux phrases. D'abord, c'est une question de sensibilisation pour essayer d'enlever le tabou qui entoure la santé mentale, mais également d'accompagner les recherches en la matière afin de disponibiliser des données probantes qui vont maintenant appuyer des histoires de plaidoyer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres mécanismes que vous pensez, Madame Victoire, que l'on pourrait encore mettre en place pour offrir à chaque jeune une meilleure santé mentale? Bon, je pense qu'il faut intégrer aussi l'éducation émotionnelle au niveau des écoles. Il faut vraiment que les enseignants, je ne sais pas si c'est les enseignants, mais il faut vraiment intégrer cette éducation émotionnelle-là au niveau de l'enseignement à l'école pour pouvoir sensibiliser aussi les jeunes.
C'est très, très important parce que j'ai l'impression que c'est un vide dans le curricula. On ne nous forme pas en la matière, on ne montre pas peut-être aux personnes comment peut-être exprimer ses émotions, etc., etc. et tout. Et ce serait vraiment très intéressant de penser à l'insérer dans le curricula de formation pour aider la plupart des personnes. Et je pense qu'on va même commencer même par le faire, hein, parler de l'impact de la prise en compte de cette santé mentale sur les questions de productivité, sur les questions de cohésion sociale. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se fera d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ou lorsque vous analysez, le vol du tabou est assez énorme et épais qu'il faudra peut-être des millénaires pour l'enlever? Actuellement, le vol du tabou, c'est tellement épais. Mais on continue toujours la lutte. On continue toujours la lutte. On se donne de l'espoir parce qu'avec l'activité, l'engagement de la Blue Moon Foundation, on compte avec la formation des coiffeuses dans les communautés. On va en parler. Les coiffeuses vont en parler. Et puis, on pense dans peu de temps toucher beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Parce qu'on a déjà fait. Avec 753 coiffeuses certifiées, on a déjà touché plus de 396 500 femmes. On a touché ces gens-là. Donc, on pense qu'on va le faire. On va y aller. Et ça va y aller également. Est-ce que vous pensez également impliquer les hommes dans vos différentes stratégies? Parce que j'ai un peu l'impression que la majorité des activités est beaucoup plus orientée vers les femmes. Est-ce peut-être parce qu'on se dit que c'est eux qui en souffrent le plus? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les hommes? Madame Bichwa. Oui, pour les hommes, comme on vient de le dire, il y a le centre d'appel qui est là pour eux. Ça, c'est accessible à tout le monde, femmes comme hommes, jeunes. C'est accessible à tout le monde. Donc, les hommes peuvent en parler de façon discrète à travers ces appels téléphoniques là pour pouvoir prendre de l'aide. Ou bien, soit à travers ces appels, on peut leur donner un rendez-vous où ils peuvent venir pour qu'on puisse les aider. Maintenant, nous nous appuyons plus sur les femmes parce que, bon, on se dit qu'une femme qui va mieux, c'est toute la famille qui va mieux. Mais concernant les hommes spécifiquement, pour le moment, c'est le centre d'appel qui est disponible pour ces hommes-là. Peut-être au fur à mesure qu'on avance, on peut encore d'autres initiatives. Alors, quel serait votre message aujourd'hui à un jeune, un adolescent, un parent qui traverse une situation de dépression ou de détresse mentale et qui hésite surtout à en parler? Bon, je vais tout simplement dire que la maladie mentale, là, ce n'est pas élu, c'est un droit pour tout le monde. Et quand on dit tu as une maladie mentale, ça ne voudra pas dire que c'est toi seul qui en souffre. Il y a beaucoup de monde qui en souffre. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent dans le monde. Mais c'est la prise en charge qui n'est pas toujours adéquate. Et quand on dit maladie mentale, on doit toujours dépasser la honte là. On doit toujours dépasser la honte, se dire que parce que c'est moi, c'est parce que j'ai un esprit faible. C'est pour cela que je souffre. On doit toujours dépasser ça et aller chercher de l'aide. C'est ça le courage même de la personne humaine. Si on n'arrive pas à le faire, bon, on ne voit pas que tu es vraiment, je vais le dire entre guillemets, tu es une personne qui est vraiment consciente. Parce que quand la santé mentale n'y est pas, ça agit sur le corps. C'est le corps qui prend le choc. On va plus mieux dans quoi que ce soit on fait. Même pour aller au travail, même pour dormir, même pour s'occuper de sa famille à la maison, même pour aller à l'école, on ne va plus aller mieux. Il faut toutefois aller demander de l'aide pour une prise en charge. Et oublier carrément cette idée-là, parce que j'ai un esprit faible, qu'on nous inculque tout le temps. En étant africain, on dit tu es l'esprit faible parce que c'est une possession, parce que c'est une punition divine, et que la maladie mentale, c'est là. C'est le souci des Blancs. Il faut qu'on oublie tout ça là. Et on va demander, formuler de l'aide. C'est très, très important. Alors, Madame Bichwa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Très rapidement, on va prendre votre mot de fin. Ok. Je dirais à la population et surtout aux jeunes que la santé mentale, c'est la santé, comme on a l'habitude de le dire à la Blue Moon Foundation. Donc, qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide et pour qu'ils puissent aller mieux dans tous les sens. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Victoire. Merci beaucoup, Madame Ablavi. Et aussi, merci également à la Blue Moon Foundation. Merci à toutes ces coiffeuses-là qui sont, je pense, c'est les premières écoutantes, c'est ça, non? Voilà, qui sont les premières écoutantes, qui sont là disposées pour aider tout le monde afin qu'on puisse aller mieux dans notre peau, dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Alors, chers pères jeunes et adolescents, sachez que votre santé mentale compte. Il est donc très important que vous vous sentez bien dans votre corps afin que votre productivité soit meilleure. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide à chaque fois que vous sentez le besoin. Il y a des équipes qui sont là, des organisations qui sont là pour vous accompagner. Et je suis également là pour organiser ces genres d'émissions pour que vous puissiez savoir qu'il y a des dispositions qui sont prises pour vous. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et d'ici là, restez branchés sur les programmes de votre chaîne Santé et Saudateur TV.